My mother was probably on his radar, so God Yeah. knows who was, he accused everyone else of doing everything horrible. Les couloirs de marbre du palais de Buckingham avaient été le théâtre d'innombrables drames. Abdication scandale, trahison chuchotée, mais aucun comme celui-ci. Par un matin pluvieux, le prince William arpentait le grand couloir du palais avec une détermination qui surprit même ses plus proches collaborateurs. Il tenait à la main un dossier qui, s'il s'avérait exact, menaçait de détruire des décennies d'histoire royale. Pendant des années, la rumeur n'était guère plus qu'un courant toxique dans les tabloïds et les forums marginaux des questions sur la paternité du roi Charles sur William, alimentés par des chronologies des photographies et la présence durable de Camilla dans la vie de Charles. La plupart l'ont rejeté comme un commérage malveillant jusqu'à maintenant. Le dossier contenait des lettres privées de vieux rapports médicaux et plus accablant encore, le témoignage sous serment d'un membre retraité du personnel du palais suggérant des rencontres clandestines entre Camilla et un homme anonyme au début des années 1980. Ce n'était plus de simples spéculations, c'était une vérité potentielle prête à exploser. William confronta son père dans le bureau privé du roi, la voix posée mais teintée d'angoisse. Pendant des années, je les ai laissés salir la mémoire de ma mère tandis que nous protégions la vôtre, mais s'il y a une chance, ne méritais-je pas de savoir ? Charles, visiblement bouleversé, refusa de soutenir le regard de son fils. « William, tu es mon fils, c'est tout ce qui compte. » Mais pour Guillaume, ce n'était pas suffisant. Les enjeux n'étaient plus personnels mais institutionnels. En tant que futur roi, il avait besoin de certitudes non seulement pour lui-même mais aussi pour ses enfants héritiers d'une monarchie dont la légitimité même était peut-être remise en question. Des sources proches de la confrontation affirment que William aurait exigé un test ADN proposant de soumettre ses propres échantillons en plus de ceux de Charles. Charles aurait reculé devant cette suggestion. « Vous savez ce que vous demandez » murmura-t-il. « Il ne s'agit pas seulement de sang, il s'agit de la couronne elle-même. » En coulisses, Catherine tenta de calmer son mari. En privé, elle exprima ses inquiétudes quant à l'impact de telles révélations, non seulement sur leur famille, mais aussi sur une monarchie déjà mise à rude épreuve par les scandales et la surveillance politique. Mais la détermination de Guillaume était inébranlable. Il estime que c'est son devoir, confiait un ami proche. Non pas par amertume, mais par conviction profonde que la vérité et la transparence sont la seule voie à suivre. Camilla, informée de la demande de William, aurait fondu en larmes dans ses appartements privés à Clarence House. Pour elle, ce n'était pas seulement une attaque contre son passé, mais l'aboutissement d'années de ressentiments silencieux de la part d'un beau-fils qu'elle avait tenté sans succès de conquérir. « Ils vont tout détruire », sanglota-t-elle à une confidente, « tout ce que Charles et moi avons construit. » La nouvelle de la confrontation a inévitablement fuité d'abord par des murmures dans les cercles royaux, puis dans un rapport explosif de le Timeless, gros titres du monde entier ont suivi « William exige un test ADN, l'héritier de la couronne est-il en question ?» La réaction du public a été électrisante. Les réseaux sociaux ont débordé de théories de mèmes et de débats houleux. Des hashtags comme « Your Royal Truth » et « Odiash William the Rightful » ont fait le tour du monde. Même les grandes chaînes comme CNN et la BBC ont consacré une couverture en prime time au drame qui se déroulait. En Australie, les appels à une république se sont intensifiés. Un commentateur déclarant « Si même la lignée n'est pas sûre, pourquoi conservons-nous la monarchie ?» En revanche, les sondages britanniques ont révélé un soutien surprenant à la position de William. 75% des personnes interrogées ont convenu qu'il avait raison de chercher des réponses, même si cela impliquait de révéler des vérités dérangeantes. Mais à l'intérieur du palais, l'atmosphère était toxique. Le personnel de longue date était apparemment divisé, certains soutenaient discrètement la demande de clarification de Guillaume, tandis que d'autres craignaient que cette décision ne déchire la famille et la monarchie. William a ouvert la boîte de Pandore, a déclaré un assistant chevronné. Impossible de la refermer maintenant. Alors que la nuit tombait sur Londres, le palais de Buckingham a publié une rare déclaration pour tenter de calmer la tempête. Le roi et le prince de Galles restent unis dans leur engagement envers la nation. Les questions d'ordre familial privé seront traitées en interne. Mais pour beaucoup, ces mots sonnaient creux. Derrière ces murs, la famille royale se trouvait au bord d'une révélation qui pourrait soit redéfinir la monarchie pour une nouvelle ère, soit la briser de manière irréparable. Et tandis que le monde retenait son souffle, une question résonnait des salles du palais jusqu'au Parlement. Si l'ADN prouve l'impensable, la couronne pourra-t-elle y survivre ? Les jours qui suivirent à la demande du prince William de réaliser un test ADN se déroulèrent comme l'effondrement au ralenti d'une forteresse centenaire. Derrière les grilles dorées du palais de Buckingham, la maison royale se divisa en factions, chacune chuchotant dans les couloirs obscurs des mots de loyauté, de trahison et de survie. Pour le roi Charles III, la confrontation avec son fils laissa une blessure invisible plus profonde que tous les scandales publics qu'il avait traversés en plus de 70 ans. En privé, Charles était enragé non pas avec la fureur volcanique d'un jeune homme, mais avec l'incrédulité blessée d'un père dont l'autorité avait été discrètement contestée. Ne comprend-il pas ce que cela entraînerait ? Aurait-il demandé à son secrétaire particulier lors d'une réunion nocturne ?
Il ne s'agit pas de science, il s'agit de notre essence même. Mais la détermination de William demeurait inébranlable. Pour lui, la couronne n'était pas une forteresse aux traditions indiscutables, mais une institution fragile qui ne survivrait que grâce à la transparence. Le monde avait changé depuis le règne stoïque d'Élisabeth II. Fuites, rumeurs et réseaux sociaux avaient anéanti toute illusion d'infaillibilité royale. Si le peuple ne peut pas faire confiance à la lignée, que reste-t-il ? Demanda William à un conseiller. Ce n'est pas seulement mon nom, c'est aussi celui de George, Charlotte et Louis. Je dois savoir. Catherine, toujours prudente, exhortait son mari à peser le pour et le contre. Lors de dîners discrets au palais de Kensington, elle lui rappelait gentiment l'équilibre fragile de l'institution. « Ton père n'est pas qu'un homme, dit-elle doucement. C'est un symbole. Si tu tires trop fort, toute la structure risque de s'effondrer. » Mais pour William, la décision était déjà prise. Il autorisa des avocats privés à faire appel à un généticien indépendant reconnu par les instances royales et gouvernementales. Des échantillons de sang seraient prélevés discrètement sur lui-même et Charles dans le respect d'une confidentialité absolue. Ou du moins, c'est ce qu'il pensait. En l'espace de 48 heures, la nouvelle du test prévu a fuité, le titre était incendiaire, le prince William exige une confirmation de paternité, un palais divisé. La réaction du public fut immédiate et féroce. Certains voyaient en Guillaume un homme courageux, un futur roi défendant la vérité aussi douloureuse soit-elle. D'autres y voyaient une trahison envers son père et le mystère de la monarchie. Au Parlement, les députés ont débattu de la crise à voix basse. Un député de tendance républicaine l'a qualifié de « la preuve que la monarchie a dépassé son utilité ». Un monarchiste a rétorqué « cela démontre l'engagement de la famille Wales envers l'intégrité ». Les dirigeants mondiaux ont pesé le pour et le contre. Au Canada, le Premier ministre a appelé au respect des affaires intérieures du Royaume-Uni. En Australie, en revanche, le sentiment républicain a de nouveau explosé avec des manifestations exigeant un référendum sur la destitution du monarque de son poste de chef de l'État. Au milieu de cette tourmente, la reine Camilla se retira complètement de la vie publique. Ses amis racontent qu'elle passait de longues heures seule dans son salon privé, relisant de vieilles lettres de Charles et serrant dans ses bras de précieuses photographies de leurs premières années ensemble. Elle se sent traquée, a révélé une confidente. Pour elle, ce n'est pas seulement une question de paternité. C'est des décennies de sa vie réduites à l'état de point d'interrogation. La santé de Charles commença également à décliner sous le poids de la crise. Lors d'un dîner d'État avec le président français, il trébucha légèrement en se levant pour porter un toast, la main agrippée à la table, tandis que ses assistants se précipitaient. Bien que les médecins du palais aient assuré le public de son bien-être, le personnel parla d'un monarque visiblement diminué. Au palais, les conseillers cherchaient désespérément des solutions. Certains pressaient Charles d'accepter le test ADN pour régler définitivement la question. D'autres affirmaient qu'une telle démarche encouragerait les mouvements républicains et affaiblirait fatalement la couronne. La monarchie survit grâce à la perception, a déclaré un haut fonctionnaire. En intégrant la science à la lignée, on introduit le doute dans la souveraineté. Tout au long de cette épreuve, William était resté stoïque. Il a refusé les interviews, s'est abstenu de tout commentaire public et s'est concentré sur ses fonctions. Dans un centre de jeunesse de Liverpool, il a parlé avec émotion de l'importance de l'honnêteté et de la responsabilité dans le leadership. Ces mots, les familles les plus fortes, sont celles qui n'ont pas peur des dures vérités, ont été largement interprétées comme un signal subtil. Catherine, bien que soutenante, a conservé son sang-froid diplomatique. Lors d'une prestation en solo dans un hospice londonien, elle a loué le personnel soignant pour sa grâce sous pression. Les observateurs de la famille royale ont noté que l'ironie n'avait échappé à personne. Alors que la tension montait, même les monarchistes de longue date commencèrent à murmurer une question autrefois impensable: si les résultats ADN réfutent la paternité de Charles, quelles en seraient les conséquences pour l'ordre de succession ? La prétention de Guillaume au trône resterait-elle valable par tradition ou une crise constitutionnelle forcerait-elle le Parlement à agir ? Pour l'instant, Buckingham Palace s'accroche à son silence publiant, une déclaration laconique: le roi et le prince de Galles sont unis par leur dévouement au service public. Les affaires familiales privées restent privées. Mais dans les salons de toute la Grande-Bretagne, dans les gros titres du monde entier et dans l'esprit des observateurs de la famille royale du monde entier, la question s'est fait plus pressante. Et si la vérité longtemps enfouie sous des couches de tradition et de faste était plus dangereuse que le mensonge, et à mesure que la date fixée pour les résultats de l'ADN approchait, toute la Grande-Bretagne retenait son souffle. À l'approche des résultats ADN, Clarence House devint un havre de craintes murmurées et de regrets persistants. Pour la reine Camilla, la tension de plusieurs mois d'hostilité silencieuse et de spéculation publique éclata finalement dans un moment privé que les initiés appelleraient, plus tard, la rupture d'une reine. Tout a commencé par un briefing apparemment banal. Un conseiller principal a présenté les dernières nouvelles concernant les parrainages restants de Camilla, dont beaucoup étaient discrètement transférés à Catherine.
Les programmes d'alphabétisation qu'elle défendait depuis des années incluaient désormais la princesse de Galles comme nouvelle marraine. Même une association caritative de protection des animaux très appréciée avait annoncé que Catherine en serait le visage moderne. « Il m'efface », murmura Camilla à son secrétaire particulier, la voix tremblante, une apparition à la fois. Ses amis la décrivaient comme insomniaque, rongée par l'anxiété ressassant chacune de ses rencontres avec William et Catherine au fil des ans. Elle se demandait si ses efforts pour rétablir la paix après la mort de Diana avaient réellement porté leurs fruits ou si elle n'avait été tolérée que comme une simple présence temporaire le temps que la monarchie puisse se tourner vers la famille de Galles. En privé, elle s'en prenait à William. « Il m'a toujours considérée comme une intruse, jamais comme un membre de sa famille », confiait-elle à une confidente. Maintenant, il le prouve. Mais la douleur ne se limitait pas aux mots. Quelques jours avant les résultats du test, Camilla aurait été victime d'une crise de panique lors d'une simple soirée caritative. Des témoins l'ont décrite s'agrippant à un podium pour se soutenir le souffle court tandis que des assistants la faisaient rapidement sortir par une porte latérale. L'image d'une reine consort emmenée visiblement bouleversée était impossible à effacer. Des photos circulèrent dans les tabloïds en quelques heures accompagnées de gros titres cruels. Camilla craque sous la pression de l'ADN. Au palais de Buckingham, le clivage s'accentua. Les hauts courtisans se divisèrent en deux camps, l'un fidèle à Camilla, prônant Charles pour la protéger d'une nouvelle humiliation, et l'autre discrètement rallié à Guillaume et Catherine, considérant la transition comme inévitable. Charles mène un combat sur deux fronts, a noté un assistant chevronné. Sa femme se sent abandonnée, son fils exige des réponses. Et l'institution tremble entre les deux. Le monarque lui-même paraissait de plus en plus fragile. Lors d'une réunion avec les ambassadeurs du Commonwealth, les mains de Charles tremblaient lorsqu'il soulevait ses notes. Des observateurs remarquèrent ce changement et se demandèrent ouvertement si le stress lié au drame familial n'aggravait pas ses problèmes de santé. Pendant ce temps, William et Catherine poursuivirent leur route avec calme et précision. À Birmingham, ils ont visité un centre de santé mentale pour jeunes où Catherine a parlé de résilience face aux difficultés personnelles. C'est dans les moments difficiles que les familles seules montrent leur force, a-t-elle déclaré ses propos, interprétés par les observateurs royaux comme une allusion voilée à sa propre épreuve. Le silence de Guillaume sur cette affaire était tout aussi éloquent. Il n'a ni confirmé ni infirmé les rapports, mais est resté résolument concentré sur le service public. Pour ses partisans, cette retenue soulignait son aptitude à devenir roi. Pour ses détracteurs, elle témoignait d'un calcul froid. Catherine, cependant, n'était pas exempte de son propre fardeau. Des amis ont révélé qu'elle s'inquiétait en privé des conséquences émotionnelles sur ses enfants, en particulier sur George, qui était assez grand pour ressentir la tension qui régnait au sein de sa famille. « C'est avant tout une mère », confiait une confidente. Sa priorité est de les protéger d'une tempête à laquelle ils n'ont jamais souhaité participer. L'opinion publique reflétait les divisions au sein du palais. Si de nombreux Britanniques félicitaient de Guillaume pour sa quête de vérité, une minorité croissante exprimait sa sympathie pour Camilla. Les éditoriaux se demandaient si elle était devenue une victime indigne du changement générationnel ou si ses choix passés l'avaient finalement rattrapée. Camilla s'est battue pour être acceptée, a écrit un chroniqueur, mais la monarchie n'est pas réputée pour sa gratitude. Même au sein de l'Église d'Angleterre, des murmures s'élevèrent quant aux implications morales d'une remise en question de la paternité des décennies plus tard. La couronne doit être plus que du sang, commenta prudemment un archevêque. Elle doit incarner le pardon et la stabilité. Mais le pardon se faisait rare à Clarence House. Camilla, de plus en plus isolée, se retrouva à remettre en question non seulement sa place au sein de la famille, mais aussi le mariage qui semblait autrefois inébranlable. Elle a l'impression que Charles a préféré William à elle, a dit un ami. Et peut-être que dans son silence, c'est le cas. Le monde attendait avec impatience les résultats ADN qui devaient être révélés en toute confidentialité à Charles et Guillaume. Pourtant, dans les couloirs du palais rares, étaient ceux qui croyaient qu'une telle révélation pourrait rester longtemps secrète. Pour Camilla, l'attente était une agonie lente et suffocante. Derrière son sourire posé lors des événements publics, ses assistants décrivaient une femme traversant ses propres funérailles. Et alors que l'heure fixée approchait, la Grande-Bretagne retenait son souffle, se posant une question qui semblait autrefois impensable. Les résultats donneraient-ils raison à Camilla ou détruiraient-ils le peu de paix qui restait dans la maison de Windsor le jour où les résultats ADN sont arrivés au palais de Buckingham? Le silence était assourdissant. Remis dans une enveloppe scellée et portant la mention « privée et confidentielle », le document portait le poids de siècles de tradition et le potentiel de les réécrire. Le roi Charles resta seul dans son bureau privé pendant près d'une heure, la lettre non ouverte sur son bureau en acajou. Lorsqu'il convoqua enfin Guillaume, ses mains tremblaient en lui tendant l'enveloppe. « Je l'ai lu » murmura Charles d'une voix rauque. « Mais je n'en parlerai pas, à toi de choisir. » Guillaume prit l'enveloppe mais ne l'ouvrit pas en présence de son père. Il quitta Clarence House et retourna au palais de Kensington où Catherine l'attendait. Ensemble, ils s'assirent dans le calme de leur salon privé, l'avenir de la monarchie reposant entre les mains de Guillaume.
Le contenu de la lettre ne resta connu que d'une poignée de personnes, mais des sources proches du palais affirment que l'expression de Guillaume se durcit à sa lecture. Catherine, assise à côté de lui, lui toucha doucement le bras. « Cela ne change rien à qui tu es, dit-elle doucement, mais cela changera tout pour la suite. » Pour William, cette révélation était à la fois une confirmation de ses craintes les plus profondes et un appel à l'action. Selon des sources proches du prince, les résultats ADN prouvaient sans l'ombre d'un doute que Charles était son père biologique. Mais le simple fait de l'interroger, amplifié par des mois de spéculation publique, avait déjà causé des dommages durables. Il ne s'agissait plus de biologie, a déclaré un conseiller. Il s'agissait de légitimité de confiance et de l'affirmation de l'autorité morale de la famille Wales. L'attention de Guillaume changea rapidement. Il demanda des rencontres avec les principaux conseillers du palais pour discuter d'une voie à suivre, qui permettrait de rétablir la stabilité sans effacer le passé. À la demande de Catherine, le couple s'est mis d'accord sur 3 principes pour guider leur approche: la transparence, la compassion et la continuité. « On ne peut pas guérir en faisant semblant », aurait dit Catherine à William, « mais nous pouvons montrer l'exemple. » Leur première démarche fut une audience privée avec Charles. Des sources décrivent une rencontre émouvante mais courtoise, au cours de laquelle William assura son père de son respect indéfectible, tout en soulignant la nécessité d'une action décisive pour restaurer la confiance du public. Camilla, cependant, n'était pas présente. S'étant retirée à Remile House, sa résidence privée du Wiltshire, elle s'était complètement retirée de la vie publique. Ses amis ont déclaré qu'elle se sentait trahie non seulement par William, mais aussi par le silence de Charles. « Elle pense que Charles a laissé faire », a révélé une confidente. Et elle n'a pas tort. Au sein du palais, un rééquilibrage discret du pouvoir s'opéra. Guillaume se vit confier une plus grande surveillance des œuvres caritatives royales et des fonctions officielles, une mesure présentée publiquement comme un allègement de la charge du roi en raison de problèmes de santé. À huis clos, les courtisans reconnurent que Guillaume et Catherine agissaient désormais de facto comme chefs de famille. La réaction du public fut immédiate et fracassante. Lors d'un événement à Manchester, Catherine a évoqué la résilience des familles, la voix assurée mais le regard brillant. « C'est dans les moments les plus difficiles que nous trouvons notre plus grande force », a-t-elle déclaré. Ces propos ont été rediffusés sur toutes les grandes chaînes de télévision, les commentateurs la qualifiant de « point d'ancrage émotionnel de la monarchie ». William, quant à lui, a participé à un sommet de la jeunesse à Glasgow où il a parlé du leadership comme d'un engagement à servir avec humilité et intégrité même lorsque le chemin est semé d'embûches. Son discours lui a valu une ovation debout et a été largement interprété comme une déclaration d'intention. Mais toutes les réactions n'étaient là pas favorables. Les traditionalistes monarchistes exprimaient leur inquiétude face à l'ascension rapide de la famille épée Wales. « Ce n'est pas ainsi que la couronne est censée passer », avertit un père de haut rang. « Nous risquons de transformer une institution millénaire en un concours de popularité. » Les mouvements républicains ont également trouvé de nouvelles armes dans les retombées du scandale. En Australie, un député de premier plan a appelé à un référendum sur l'abolition pure et simple de la monarchie. Au Royaume-Uni, les manifestations anti-monarchistes ont pris de l'ampleur avec des banderoles portant les mots « Ce ne sont pas les lignées qui construisent la légitimité, c'est le service qui le fait ». Même au sein de la famille, les divisions se sont creusées. Charles, bien que fier du leadership de William, était personnellement blessé. Dans un rare moment de franchise, il avoua à un assistant « J'ai passé ma vie à me préparer à ce rôle. Et maintenant, je me sens comme leur gardien ». L'isolement de Camilla s'accentua. Les sondages d'opinion indiquaient que sa cote de popularité était au plus bas. Autrefois perçue comme un symbole de résilience, elle était désormais dépeinte par certains comme une relique d'une époque révolue. Tout au long de cette période, Catherine resta le guide indéfectible de Guillaume. Ses amis racontent qu'elle l'encourageait à privilégier la réconciliation autant que possible, lui rappelant que la survie de la monarchie dépendait non seulement de sa force mais aussi de sa grâce. « Kate voit les choses à long terme », a déclaré une source haut placée du palais. Elle sait que leur avenir en tant que monarque dépend de leur façon de gérer cette situation. À l'approche de l'automne, la maison de Windsor se trouva transformée. Guillaume et Catherine n'avaient pas seulement résisté à la tempête, ils l'avaient saisie, menant la monarchie en eaux inconnues avec un mélange de détermination et de dignité tranquille. Mais alors qu'ils se trouvaient à l'avant-garde d'une nouvelle ère, une question subsistait dans l'esprit des observateurs de la royauté du monde entier. Avait-il sauvé la monarchie ou avait-il simplement reporté son jugement lorsque le palais a finalement confirmé que les résultats du test ADN avaient confirmé la paternité du roi Charles sur le prince William? L'occasion aurait dû être donnée de clore le chapitre de mois de rumeurs et de spéculations toxiques. Au lieu de cela a déclenché une tempête de jugement que ni la couronne ni le public britannique ne pouvaient ignorer. La déclaration officielle publiée dans un langage soigneusement mesuré disait « Sa Majesté le Roi et Son Altesse Royale le Prince de Galles souhaitent réaffirmer leurs liens familiaux et leurs devoirs. Toutes les incertitudes passées ont été résolues en privé et dans le respect mutuel. Mais le mal était déjà fait. »
Pour beaucoup, l'enjeu n'était plus le résultat du test, mais le fait que la question ait jamais dû être posée. L'opinion publique était profondément divisée. Parmi les jeunes Britanniques, l'admiration pour l'insistance de Guillaume sur la clarté dominait. « Il a fait preuve de courage », a déclaré un jeune homme de 25 ans de Manchester. Même les rois doivent de prouver qu'ils sont responsables dans le monde d'aujourd'hui. Pour les monarchistes plus âgés, cependant, l'affaire était considérée comme une tâche inutile sur la dignité de la couronne. Cela n'aurait jamais dû être rendu public. Un éditorial dans le Télégraphe déplorait « La force de la monarchie réside dans le mystère, pas dans les résultats ADN ». Dans tout le Commonwealth, les réactions furent tout aussi polarisées. Au Canada et en Australie, les mouvements républicains ont pris un nouvel élan. Les responsables politiques ont fait valoir que le scandale démontrait la fragilité de la monarchie dans la gouvernance moderne. En Jamaïque, des militants ont renouvelé leurs appels à la rupture des liens avec la couronne britannique, déclarant « Nous ne voulons pas faire partie d'une famille si consumée par des drames internes ». Pourtant, paradoxalement, la famille Wales est sortie de la crise plus forte que jamais aux yeux du public. La décision de William et Catherine d'affronter le problème de front malgré les risques a été saluée comme un tournant. Lors d'un gala de charité à Londres, Catherine a prononcé un discours que beaucoup ont considéré comme un moment déterminant de sa vie royale. « La vérité n'est pas l'ennemi de la tradition, dit-elle, c'est le fondement sur lequel se construit la confiance. » Ces paroles prononcées avec une conviction tranquille ont suscité une ovation debout et ont dominé les gros titres dans toute l'Europe. Le Mondella a appelé la reine de cœur moderne la reine de cœur moderne. Pendant ce temps, William poursuivait son programme incessant d'engagement public. Lors d'une conférence sur le climat à Berlin, il a évoqué l'importance de l'évolution institutionnelle, déclarant « Le changement n'est pas une menace pour la stabilité, il en est le garant ». Au palais de Buckingham, l'atmosphère était cependant tendue. Le roi Charles, bien que soulagé par le résultat du test ADN, était profondément blessé par cette épreuve. À ses confidents, il exprima ses craintes de voir son règne irrémédiablement assombri. « Je suis roi de nom », aurait-il confié, mais ce sont Guillaume et Catherine qui portent de la couronne par l'esprit. Camilla, encore sous le choc de mois de surveillance publique, se retrouva encore plus isolée. Autrefois figure centrale de la vie publique de Charles, elle apparaissait désormais rarement à ses côtés. Les engagements caritatifs qu'elle défendait depuis longtemps furent discrètement confiés à de jeunes membres de la famille royale. « Elle se sent effacée », a déclaré l'un de ses rares alliés restants. Et d'une certaine manière, elle l'a été. Même au sein du personnel du palais, les divisions restaient neuvives. Certains considéraient les actions de Guillaume comme une trahison de la tradition royale, tandis que d'autres les voyaient comme une évolution nécessaire pour une monarchie qui peinait à trouver sa place au XXIe siècle. À l'échelle internationale, les débats sur la monarchie et la méritocratie se sont intensifiés. Les émissions de fin de soirée américaines ont tourné en dérision le drame de l'ADN de la couronne, tandis que les commentateurs européens ont remis en question la sagesse du leadership héréditaire à l'ère de la transparence. Pourtant, malgré les critiques, on reconnaissait de plus en plus que la décision de William avait permis de garantir quelque chose de vital, la confiance du public. On peut s'interroger sur la finalité de la monarchie, a observé un historien sur la BBC, mais on ne peut remettre en question la sincérité de Guillaume et Catherine. Cela seul a peut-être sauvé l'institution. Pour les enfants du pays de Galles, George, Charlotte et Louis, l'avenir semblait à la fois prometteur et périlleux. Les actions de leurs parents avaient redéfini la notion de royauté. Mais à quel prix personnel Catherine aurait dit à ses amis « Nous ne formons pas des héritiers au trône, nous formons des dirigeants qui servent ». À l'automne, la Grande-Bretagne se retrouva face à une monarchie transformée à jamais. Le scandale avait laissé des cicatrices, mais il avait aussi forcé la maison de Windsor à affronter des vérités qu'elle avait longtemps enfouies sous des siècles de cérémonies. Et tandis que Guillaume et Catherine se tenaient devant la foule à Édimbourg, les mains entrelacées, une question pesait lourd dans l'air. Était-ce la renaissance de la couronne ou sa transformation finale en quelque chose d'entièrement nouveau ? L'hiver enveloppait Londres d'un épais brouillard, alors que Buckingham Palace se préparait à la diffusion annuelle de Noël. Mais dans ces salles dorées, l'atmosphère était tout sauf festive. La famille royale, encore sous le choc des retombées du scandale ADN, se trouvait confrontée à une dure réalité. La maison de Windsor ne pouvait plus compter uniquement sur la tradition pour se maintenir. Le roi Charles III, autrefois symbole discret de résilience, après le règne majestueux de sa mère, était devenu une figure amoindrie. Sa santé déjà fragile semblait encore plus vaciller sous le poids des trahisons privées et des humiliations publiques. Bien que le test ADN ait confirmé sa paternité sur Guillaume, le simple fait de l'interroger avait affaibli son autorité. En privé, Charles a avoué à un haut courtisan « Ce n'est plus mon règne. Je détiens la couronne, mais le peuple la leur a donnée. » Eux étaient bien sûr William et Catherine. Au lendemain de la tempête, les Gallois étaient devenus le centre de gravité incontesté de la monarchie. Les apparitions publiques, autrefois cérémonielles, revêtaient désormais un caractère politique. Les discours de Guillaume, empreints de renouveau et de responsabilité, ont trouvé un écho auprès d'une nation avide de stabilité.
La compassion de Catherine a transformé ses engagements en moments de connexion viraux. Sa visite dans un hospice pour enfants du Yorkshire a battu des records de partage sur les réseaux sociaux, déclenchant des manchettes internationales telles que « La reine du peuple en attente ». Mais derrière leur image soignée, William et Catherine portaient les cicatrices de ces mois d'épreuve. Des amis ont révélé que Catherine, d'apparence sereine, avait passé des nuits blanches à s'inquiéter des conséquences sur leurs enfants. Elle porte le poids de 3 générations sur ses épaules, a déclaré une confidente. Pas seulement en tant que mère, mais aussi en tant que future reine. Camilla, quant à elle, s'était presque entièrement retirée de la vie publique. Ses apparitions étaient rares, ses discours brefs et son attitude réservée. Autrefois figure centrale du récit d'amour et de rédemption de Charles, elle apparaissait désormais comme une relique d'un chapitre que la monarchie s'empressait de clore. Elle se sent rejetée, a déclaré un allié. Après des décennies de sacrifices, elle a été effacée de l'histoire. Et pourtant, certains observateurs de la famille royale ont mis en garde contre toute sous-estimation. Des rumeurs circulaient sur des journaux intimes tenus méticuleusement au fil des ans. Des journaux qui pourraient, s'ils fuyaient, raviver de vieilles blessures et ternir l'étoile montante des pays de Galles. Au palais, les conseillers de haut rang travaillaient avec acharnement pour maintenir une apparence d'unité. Les portraits officiels de la carte de Noël montraient de Charles et Camilla, assis royalement, Guillaume et Catherine se tenant derrière eux aux côtés de Georges, Charlotte et Louis. Mais les observateurs attentifs remarquèrent le symbolisme subtil, l'avenir se dressait littéralement au-dessus du présent. Les sondages ont renforcé le sentiment de l'opinion publique. Près de 88% des Britanniques ont déclaré considérer Guillaume et Catherine comme la référence morale de la monarchie. Les appels à une régence officielle se sont intensifiés, les commentateurs affirmant que la survie de la couronne dépendait de l'officialisation du transfert de pouvoir déjà en cours. À l'échelle internationale, le récit était similaire. En Australie et au Canada, où le sentiment républicain couvait depuis des années, les sondages d'opinion montraient paradoxalement un soutien au maintien des liens avec la monarchie, mais seulement si Guillaume et Catherine en étaient à la tête. Ce n'est plus la monarchie de Charles, a observé un journaliste de CBC. C'est la leur. Pourtant, alors même que la famille Wales prospérait, des fissures commencèrent à apparaître au sein même de l'institution. Les manifestations républicaines à Londres gagnèrent du terrain brandissant des banderoles proclamant « lignée ou faillite », la pertinence de la monarchie remise en question. Pour William, le défi était clair, moderniser ou voir des siècles de tradition s'effondrer. À huis clos, il aurait déclaré à ses conseillers « Nous devons servir et non régner. Si nous l'oublions, la couronne est perdue ». Les conseils de Catherine restèrent à pierre angulaire. En privé, elle l'exhortait à concilier réforme et compassion, lui rappelant l'épreuve émotionnelle que l'année écoulée avait imposée à son père. « Ne laissez pas la victoire se transformer en division », murmura-t-elle un soir. « Cette famille doit guérir, sinon il ne restera plus rien à diriger. » Alors que l'année touchait à sa fin, la famille royale se réunissait à Sandringham pour Noël. La traditionnelle marche vers l'église Sainte-Marie-Madeleine attirait des milliers de personnes. William et Catherine, flanqués de leurs enfants, marchèrent devant Charles et Camilla, reflet discret de la nouvelle hiérarchie. Les caméras ont immortalisé un instant où William posait une main rassurante sur l'épaule de son père. L'image diffusée en première page a été saluée comme un symbole de réconciliation. Mais les initiés savaient que ce n'était pas le cas. « Le mal est fait », confia un conseiller. « La question n'est pas de savoir si la monarchie survivra, mais de savoir à quoi elle ressemblera une fois qu'elle survivra. » Alors que la Grande-Bretagne entrait dans une nouvelle année, la maison de Windsor se trouvait à la croisée des chemins. Le scandale ADN avait ébranlé ses fondations, mais des décombres émergeait une monarchie redéfinie. Non seulement par la lignée, mais par la détermination d'une nouvelle génération. La question de savoir si cette détermination parviendrait à panser les blessures laissées derrière elle ou seulement à les aggraver restait le plus grand défi de tous.